Bonjour Caroline, Bonjour Franck. merci beaucoup de me consacrer ce petit moment. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Merci aussi à toi pour l'accueil. Alors si je dois me définir en quelques mots, ce qui me vient là comme ça, c'est citoyenne du monde, d'abord. Euh, je me sens aussi très fort maman activiste et maman méditante. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais je dirais aussi mère au front, parce qu'on lance un mouvement en Belgique pour les mamans activistes, justement, qui s'appelle Mère au front. Super, bah effectivement, ça sera l'occasion de définir tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques moments clés de ton existence? Des moments où tu as eu des sortes de prise de conscience, des moments de pause consciente, des moments où tu as eu des changements de cap, des choses comme ça? Oui, avec plaisir. Alors si je reviens, j'hésitais un peu quand tu m'as posé la question à commencer par la fin ou par le début. Si je commence par le début, on va dire oui, un des grands moments, une des grandes prises de conscience de ma vie, c'est en juillet 99 pour parler français. Quand je suis partie au Brésil, j'étais en terminale et, euh, et avec une dizaine d'élèves de ma promo, on a organisé un voyage pour en fait venir en aide. C'était très naïf aux enfants de la rue d'une favela à Recife. Et en fait, ça a été vraiment une révélation, vraiment une prise de conscience, mais assez brutale de la violence de la société, parce que je n'avais jamais vraiment été confrontée à la violence du monde. Bien sûr, je lisais la presse, j'étais très informée. Je venais d'une famille quand même où, voilà, une famille assez militante, mes parents enseignants, très engagés, etc. Mais c'est quelque chose de le savoir, mais quand on le vit vraiment, quand on voit ces enfants avec les pots de colle en dessous du nez, et puis cette violence, les milices, etc., ça a été vraiment quelque chose. Et puis surtout, ce qui a été frappant, c'était d'une part d'être confrontée à ça, de voir des filles de mon âge. Donc moi, j'avais 17 ans à l'époque, des filles qui avaient 14, 13, 14 ans, qui étaient déjà mamans, qui étaient dans la rue, qui tombaient sans cesse enceintes, qui étaient violées évidemment. Et, euh, et en même temps, donc, je voyais cette violence, mais je voyais une énorme joie de vivre. Donc on était il y avait une maison d'accueil en fait pour les enfants, pour les jeunes, où ils pouvaient aller pendant la journée. Donc la nuit, malheureusement, ils étaient renvoyés dans la rue. Mais en journée, donc, ils recevaient des soins, ils pouvaient manger. Et donc nous, on venait normalement. Notre idée très naïve, c'était de venir jouer avec eux. Enfin, tu sais, un peu l'animation, comme on fait parfois dans les brevets quand on est animateur, etc. Donc c'était un peu l'idée naïve de venir, oui, nous occuper d'eux, quoi. Et donc en fait, j'ai tellement plus reçu que donné en fait pendant ce voyage. Et ça a été vraiment un chamboulement par rapport à cette vision tellement naïve et tellement fausse que nous, on vient donner. En fait, qui on est pour venir donner quoi. Et donc, ça a été vraiment un énorme renversement par rapport à mes préconceptions, à tous mes présupposés, à tout ce que je pensais pouvoir donner au monde ou ce que je pensais avoir reçu. Enfin, c'était vraiment un énorme chamboulement. Et aussi, du coup, quelqu'un que je remercie vraiment régulièrement et je vais encore le remercier, c'est Didier. Donc, c'est la personne de l'association avec laquelle on est parti. Euh, qui en fait m'a vu un jour, donc j'étais en larmes dans cette maison où finalement j'étais vraiment un peu en état de sidération, de choc devant cette violence, cette misère du monde, ces injustices. Et en fait, autour de moi, les filles, enfin, nous, on avait amené des cadeaux, des nounours, je sais pas trop quoi. Donc, tout le monde était en fait joyeux qu'on soit là. Et moi, je m'étais mis en retrait du groupe, j'étais même sortie, je pense, de la maison. Je pleurais, et lui m'a regardé, et puis il a vraiment, de nouveau, sans doute, je trahis ses paroles, mais ce qui m'est resté, c'est qu'en gros, il m'a dit, mais tu pleures sur quoi, au fond? Parce que là, tu n'as pas le droit, à la limite, tu n'as pas le droit de pleurer. Bon, après, on pourrait nuancer, parce que bien sûr, on a le droit de pleurer, mais là où j'étais, je n'étais pas utile en pleurant. Je pleurais finalement sur moi-même. Et en gros, l'élan, en fait, ce que je retiens, c'est qu'il m'a vraiment poussé à être vraiment pleinement avec elle, puisque j'étais venue pour venir en aide, ou pour venir en tout cas apporter quelque chose, des biens matériels, et puis aussi l'énergie, on repeignait, etc. Mais il m'a dit, par contre, cette tristesse, cette colère, garde-la vraiment précieusement en toi pour, une fois de retour, pour changer le monde quand tu es de retour en Belgique, et pour parler de ce que tu as vécu et pour témoigner. Mais sur place,
c'était pas adéquat. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment le début, tu vois, de ma prise de conscience de combien les émotions sont importantes, mais que parfois on les utilise mal, ou on sait pas trop comment les apprivoiser, et du coup, elles peuvent être aussi un frein. Là, en tout cas, si j'avais pas eu Didier là pour m'aider, je serais peut-être passée complètement à côté de mon expérience. Oui, quelque part, il t'a aidé à garder ton intention de départ intacte, C'est ça. Ouais. sans qu'effectivement. Ce que je trouve très intéressant dans cette anecdote, dans cette expérience de vie, c'est que du coup, toi, à 17 ans, tu as pu voir la vie de ces jeunes filles comme un miroir de ta propre vie. Alors qu'effectivement, la plupart d'entre nous, moi je me souviens la première fois que je suis allé au Népal, j'avais une trentaine d'années. Donc forcément, quand je voyais des enfants, il y a un peu ce Mhm, regard d'adulte qui pose un œil sur eux. Donc on est un peu déconnecté de leur réalité. Alors que toi, ce que je mhm. trouve génial dans ton histoire, c'est que comme tu avais 17 ans, bah, forcément, tu te disais, mais en fait, je pourrais être à cette place-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'était vraiment ce truc de miroir et non, c'était vraiment. Enfin, j'y reviens souvent, franchement, et je le remercie. Et on est resté en lien, on est resté très proches. Mm. Ok, alors du coup, alors ça c'est 17 ans, alors déjà c'est un beau départ. Alors, quels ont été Ça fait longtemps d'autres aussi. moments? Bah alors, un autre moment qui est toujours à l'international, on va dire, c'est que j'ai travaillé pendant 7 ans dans différents projets en Afrique francophone. Alors, je pourrais dire, s'il faut dire un moment, tu vois, je pourrais dire la première fois que j'ai posé le pied en Afrique, mais ça ferait un peu, tu vois, cliché. Mais c'est vrai que si je parle de manière plus globale, ce sont toutes ces rencontres que j'ai faites avec les acteurs de terrain, mes collègues qui étaient vraiment euh, de garde, enfin qui travaillaient jour et nuit finalement sur ces projets et qui eux aussi ont complètement bouleversé tout ce que j'avais pu apprendre à l'école. Tu vois, j'ai fait Sciences Po, puis j'ai fait un master en aide humanitaire et de nouveau, pareil, on fait toujours du mieux qu'on peut et je pense que les enseignants, ça part toujours d'une bonne intention, mais c'est vrai que moi j'étais arrivée là, donc j'étais assez jeune, pareil en pensant tout leur apprendre. Enfin, tu vois, c'était très naïf et puis très euh, occidentalo-centré, je sais pas comment dire, Oui, tu il y a vois. peut-être ce côté, alors je connais moins le système en Belgique, mais en France, en tout cas, il y a vraiment ce côté très mental où on cherche à Oui, comprendre la vie que par rapport au mental et finalement l'expérience, ça vient après. Alors c'est peut-être qu'il ça, y avait ça, il y exactement. avait Donc, des voilà, préconçus. ouais, j'étais très jeune, tu vois, finalement, j'avais pas vécu grand-chose. Et puis eux, en fait, donc moi, j'arrivais, et puis avec des outils, tu vois, de gestion, cadre logique, enfin, des choses très, très bureaucratiques. Et plusieurs fois, ils m'ont vraiment remis à ma place. On a développé des relations d'amitié vraiment on se respectait beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup appris parce que tu vois, eux, ils avaient un quotidien où ils vivaient dans des endroits, bah, souvent des coupures d'électricité, des difficultés. Je me rappelle un collègue au Congo, à Kinshasa, où finalement il avait des embouteillages chaque matin pour aller au bureau. Et plusieurs fois, tu vois, je me rappelle l'avoir avoir râlé, tu vois, parce que ça n'allait pas assez vite, selon notre rythme, selon nos critères de ce qu'il fallait faire et tout ça. Et vraiment, plusieurs fois, en étant avec eux, mais aussi tous ces échanges qu'on a pu avoir, ça remettait à la place de c'est quoi la vie, c'est quoi leur quotidien, et qui on est aussi pour, pas pour donner des leçons, tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de tout. Il y a vraiment une coopération qui est nécessaire. On peut vraiment être utile. Je crois vraiment qu'il y a plein de projets formidables dans ces ONG et tout ça. Mais en tout cas, et ça change, heureusement, franchement, j'ai vu en 7 ans déjà, et depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais il y a une tendance parfois à donner moins d'importance à des acteurs de terrain, tu vois, qui ont vraiment cette expérience, comme tu dis, enfin, qui le vivent, qui vivent dans ce pays depuis qu'ils sont nés, qui connaissent mieux que nous qui arrivons là et qui passons quelques semaines par an. Donc ça m'a appris l'humilité et vraiment d'écouter la sagesse aussi de ce qu'ils vivaient. Et puis ça m'a appris aussi un truc fondamental, et ça c'était mes collègues, mais c'était aussi tout ce que je vivais en étant avec eux dans les familles et dans leurs associations. C'était vraiment cette conscience de on va dire l'acceptation, mais toi, je sais que tu comprends ce que je veux dire par acceptation. C'est pas la fatalité dans le sens où on accepte tout parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment euh, tous ces êtres humains, ces femmes et ces hommes qui, en fait, depuis qu'ils étaient petits, étaient beaucoup plus que moi confrontés à la mort de parents, d'enfants en bas âge, des maladies, des invalidités avec la polio notamment ou d'autres choses et qui du coup étaient beaucoup plus résilients en fait, tu vois. Alors que moi, je voyais autour de moi, quand il y avait quelque chose de grave qui arrivait, une maladie, un décès, c'était et de nouveau, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et bien sûr qu'il y a des exemples formidables de résilience aussi dans nos pays. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est ça qui m'a frappé, c'est ça que ça m'a appris, c'est d'être vraiment beaucoup plus dans l'acceptation, le sens qu'on contrôle vraiment rien, quoi. Oui, Et, et ce qui est drôle, c'est que parfois, on peut être dans l'indignation en se disant: «Mais pourquoi il bouge pas? Pourquoi il y a pas ça?» alors qu'en fait, effectivement, c'est une acceptation de la réalité, alors que nous, dans c'est notre ça. théorie en fait, c'est la différence entre la théorie
et le principe de réalité, où quand on est dans le concret, bon, bah là, il y a des théories qu'on a pu apprendre dans les livres et on se rend compte que le terrain, c'est autre chose, quoi. C'est une autre vie. C'est vraiment une acceptation et une acceptation joyeuse, tu vois, en disant, ben, je sais que par exemple, il y a au Congo, enfin, moi j'ai vraiment passé beaucoup de temps au Congo, j'ai vraiment un amour vraiment pour ce pays où ils disaient qu'il y avait un article de la Constitution, ils appelaient l'article 15, qui était l'article débrouille-toi. Et au fond, parce qu'en fait, tu vois, de toute façon, c'est comme ça, ben, il faut être joyeux, on doit s'en sortir, on se serre les coudes. Et ça aussi, c'est un autre élément que j'ai appris qui est vraiment la fraternité. Alors maintenant, je dirais peut-être la sororité, ou en tout cas le fait qu'on puisse s'entraider, mais il y a vraiment un sentiment, même pas un sentiment, il y a vraiment une entraide qui est énorme, quoi, que j'ai vraiment pu voir. Bah, finalement, en fait, c'est une manière de reprendre son propre pouvoir individuel, en fait. Quand Ouais, on c'est n'est pas ça. dans une idée d'État-providence, bah, finalement, c'est une invitation à soi-même se bouger. Donc, Voilà. c'est peut-être ce Et qu'eux donc, ont un peu plus que nous, parce que nous, en tout cas, principalement en France, effectivement, il y a vraiment cette idée d'État-providence. Donc, on va tendance à s'indigner contre le gouvernement, alors que c'est ça. dans des pays comme ça, effectivement, on se dit, bah non, mais qu'est-ce que là, je peux faire, quoi, concrètement? Enfin, Et puis c'est d'office que de toute façon, la solution ne viendra pas de là. Donc, donc ça m'a appris énormément dans mon expérience de vie. Tu vois, vraiment, on dit, tu vois, il y a cette expression un peu bateau, les voyages forment la jeunesse. Mais moi, dans mon cas, ça m'a vraiment... ben, je faisais référence au Brésil. Et là, vraiment, ces différentes missions, je me sentais vraiment... j'ai reçu tellement, 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 quoi. Tu vois, à tout niveau. bah là, c'est presque des Une voyages école initiatiques, en fait, on pourrait dire. initiatique et puis ouais, une deuxième université aussi pratique, comme tu disais, où l'université, finalement, moi, mes études de Sciences Po, c'était tellement, tellement théorique. Et parce on les entreprend aussi très jeunes, tu vois, Satish Kumar, que j'ai rencontré beaucoup plus tard dans ma vie, il y a quelques années, lui, il disait justement, il encourage les jeunes avant d'entamer des études secondaires d'aller vraiment passer du temps, tu vois, un voyage autour du monde ou d'être vraiment utile dans une association solidaire, etc., pour sentir la vie, enfin, tu vois, vraiment sentir ce que c'est un peu sur le terrain avant finalement, sinon tu passes ton temps de manière euh, continue sur les bancs de l'école sans forcément. Bon, alors il y a des gens qui ont des expériences en parallèle, bien sûr, hein, mais Ah, super. Et alors donc après, quels ont été d'autres événements? Alors je me doute bien que de toute façon la fondation d'émergence, c'était quelque chose de très fort. Est-ce que tu verrais ouais. d'autres moments clés un petit peu avant ça? Alors, un moment clé, bah, évidemment, ça fait cliché, mais c'est vrai que moi, la rencontre avec Ilios, effectivement, en 2004, donc pareil, ça remonte, hein, mais ça a été aussi un moment hyper clé, tu vois, à plusieurs niveaux. Bon, déjà, voilà, c'était mon amoureux, ça a été une évidence, en fait, un peu comme si on se retrouvait. Bon, voilà, ça c'est de l'ordre privé, mais voilà, c'est normal, ça compte aussi dans la vie, ces rencontres-là. Mais ce qui a été aussi très, à nouveau, par rapport à mon chemin de connaissance intérieure, c'est que Ilios, bah, il a été interrogé sur ta chaîne, donc du coup, peut-être que les gens qui m'écoutent maintenant ont entendu un peu son parcours, qui est un parcours très atypique. Et donc, il est arrivé dans ma vie avec... il ressemblait à aucune autre personne que j'avais rencontrée, tu vois. C'est un peu comme si je rencontrais quelqu'un d'une autre planète ou d'un autre pays, mais c'était presque d'une autre planète parce qu'il avait grandi dans cette communauté. Il n'était pas sorti pendant 18 ans, enfin jusqu'à ses 18 ans, il n'était pas sorti du département où il était dans cette communauté. Enfin, il y avait plein de choses. Il n'avait pas du tout la même culture, aucune référence. Il n'avait pas son bac, il n'avait pas étudié. Enfin, il y avait tellement, tellement de choses qui étaient différentes. Alors que, et tu vois, j'avais cette idée que, en fait, j'étais pas, en fait, en le côtoyant et en vivant à ses côtés, je me suis rendu compte à quel point j'étais conditionnée. Et c'était pas mauvais, c'était vraiment. Et souvent on se l'est dit, lui il en a pris conscience aussi, mais lui au fait il était tellement différent des autres qu'il se rendait bien compte que lui il n'était pas conditionné. Mais moi c'est vraiment là je me suis rendu compte, mais en fait ce que je pensais qu'on était tous comme ça, qu'on pensait tous comme ça, en fait ça fait partie, c'est ça, c'est la culture, en fait c'est du conditionnement quoi. Et du coup c'était génial parce que, oui, ça te permet vraiment, c'est une énorme prise de conscience quoi, tu vois. Oui, du coup, potentiellement, ça peut être une remise en question sur tout, en fait. Ah oui, c'est énorme, c'était énorme par rapport à des croyances, par rapport à des règles sociales, tu vois. Toi, tu le connais, mais c'est vrai que il y a plein de choses qu'on a intériorisées qui sont des contraintes et il en faut. Enfin, tu vois, voilà, je remets pas du tout en question, mais pour moi, ça a été et c'est encore parce que finalement, voilà, maintenant, voilà, on sait tous les deux pas habitué, c'est un mot très pas beau, mais voilà, on est adapté. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment au début, c'était impressionnant à quel point il y avait plein de choses que je croyais que c'était normal en fait de se comporter comme ça. Et c'était normal parce que forcément, moi, je côtoyais dans mon petit cadre de vie, ben, dans mon cercle, des gens qui avaient plus ou moins la même éducation. Enfin, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu aussi encore comme un voyage à l'étranger, tu vois.
Ouais, donc c'était aussi ouais, une énorme, enfin en tout cas ça m'a fait faire des énormes pas, ça c'est sûr. Et puis moi je venais d'un milieu, comme je te l'ai dit, plutôt bon, un milieu plus modeste, un milieu, mes parents sont enseignants tous les deux, enfin étaient enseignants tous les deux, ils sont à la retraite. Et alors moi on parlait pas du tout de développement personnel, c'était limite un gros mot, tu vois. Et donc pareil, je crois qu'il y avait plein de choses qui m'ont été transmises, enfin j'en suis même sûre, il y a plein de choses qui m'ont été transmises que je retrouve, tu vois, dans les valeurs. Ben, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, il y a plein de valeurs super belles dans cette religion euh, auxquelles j'ai pu regoûter en les découvrant d'un autre angle. Et du coup, donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup en héritage, mais c'était pas disponible de la même manière, tu vois. Et donc, ce chemin de connaissance de soi que j'ai fait ben, avec Ilios, et puis tu parlais d'émergence, c'est vrai qu'on a cette chance, on y reviendra, mais c'est vrai qu'avec émergence, on côtoie vraiment des gens hyper inspirants, et donc c'est vrai que forcément, ben, ça amène des discussions, ça donne envie de découvrir des livres, et donc forcément, ça ouvre un boulevard pour apprendre sur ce chemin qui est infini, quoi. Oui, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, effectivement, moi, il y a eu un peu cette expérience-là de regoûter à nos Mhm, propres traditions, à notre propre spiritualité, quand on fait un rejet de quelque chose, puis après on le redécouvre. Et c'est vraiment une manière, effectivement, de poser un regard neuf. Et ce qui est drôle, c'est que c'est finalement ce qu'on invite dans la méditation, poser un regard neuf sur les choses. Et donc le fait d'arriver à faire ça avec soi-même, avec son éducation, avec sa notion de la morale, sa notion de ce qui est juste et autres, de se réapproprier ces usages-là finalement. mhm, Et effectivement, dans Émergence, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'ouverture. Et finalement, c'est ce que je disais à Elios d'ailleurs la dernière fois, c'est qu'on voit un petit peu les points communs qu'il y a entre les différentes traditions. Et ça, je trouve mhm. ça très touchant de voir que finalement, quand on se dispute, c'est plus parce qu'on va s'approprier des différences et des méthodes en disant telle méthode elle est meilleure qu'une autre, alors que finalement, les méthodes amènent vers la même chose. Et que si on commence à observer ça, et en fait, pour le dire autrement, pour moi, c'est au lieu de regarder le doigt qui pointe la Lune, bah, c'est regarder la Lune. Et c'est juste qu'il y a des Oui. doigts différents. Et ça, dans l'émergence, c'est vraiment quelque chose que vous avez su cultiver. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment vous avez eu cette idée de fonder Émergence? Oui, avec plaisir. Donc, émergence, si tu veux, on pourrait dire que c'est un peu notre premier enfant. C'est un peu bateau de le dire comme ça, mais au fond, tu vois, on était tous les deux, ben, Ilios qui reste passionné par la vie intérieure, par ce chemin de connaissance de soi. Et puis, moi, quand on s'est rencontrés, j'étais déjà à fond sur le terrain, activiste, militante et tout ça. Et ça a été vraiment un peu nos deux passions combinées. Donc, on a commencé au fait Émergence avec les journées Émergence. Donc, on a créé l'association en septembre, en août 2009, et puis les journées Émergence, les premières journées ont eu lieu en septembre 2009. Et donc, le premier événement, c'était vraiment les journées Émergence. C'était l'idée de créer, au fait, d'organiser un rassemblement, une conférence à laquelle on avait envie d'assister tous les deux. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire une conférence amènerait, qui permettrait aux gens d'avancer un peu sur le chemin, tu vois, de bénéficier de l'éclairage de scientifiques, de psychologues, de méditants, etc. Mais avec directement, et ça a été dès le début très fort, l'envie que ce moment soit l'occasion de donner en fait à des personnes qui, qui n'ont non seulement qui n'ont pas de ressources matérielles en fait, et donc de combiner ces deux choses qui étaient vraiment importantes pour nous, d'aider les gens à avancer sur leur chemin de vie au niveau spirituel, au niveau connaissance de soi, mais aussi donner concrètement des ressources parce que ce monde est tellement injuste et il y a tellement d'inégalités, et donc d'allier les deux et oui c'est ça, de combiner. Oui, en fait, si je voulais un peu résumer, alors c'est peut-être un peu grossier, mais c'est un peu comme si Ilios apportait le côté un peu rationnel, très scientifique, très carré, et toi, tu apportais cette envie de partager, cette envie que tu avais déjà eue à l'époque en Afrique et au Brésil, et que finalement, du coup, il y a vos deux univers qui se retrouvent et qui se trouvent en cohérence, et Émergence devient le produit ces deux volontés, ces deux inspirations, en fait. Oui, c'est vraiment ça, tout à fait. Super. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, parce que je sais que dans Émergence, vous faites beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de quelques activités que vous proposez avec Émergence? Oui, oui, avec plaisir. Donc effectivement, bah, les journées émergence, j'en ai déjà parlé. Donc cette année, on verra si on peut les faire avec les incertitudes liées au coronavirus. Mais effectivement, ça fait bah, depuis 2009, sans discontinuer, qu'on a rassemblé de plus en plus de gens autour de ces thématiques pour se changer le monde, hein. C'est notre devise.
Et alors, pour compléter les propositions, on a très vite organisé des parcours de découverte de la pleine conscience. Et donc la pleine conscience, donc c'est selon le protocole MBSR, même si bon, ça vaut pas forcément la peine de rentrer dans les différentes écoles, mais en tout cas, les deux personnes qui ont contribué à créer Émergence, avec qui on échange énormément, c'est Christophe André et Mathieu Ricard, et, et on a vraiment très vite mis cette couleur de pleine conscience bienveillante. Et avec cette idée, donc même dans les cycles de pleine conscience et ces protocoles qui sont validés, qui sont laïques et qui permettent vraiment de faire ce premier chemin finalement à la découverte de ce labo entre nos deux oreilles, comme on aime à l'appeler chez nous, mais avec une visée de devenir un meilleur être humain en fait. Donc bien sûr de voir comment on fonctionne, de faire des prises de conscience individuelles, mais vraiment dès le début, c'était Ilias et Ozan qui étaient les seuls instructeurs. Puis maintenant, l'équipe, on est plus d'une dizaine. Il y a vraiment ce volet qui est essentiel d'allier au fait les activités de découverte de soi, mais en vue de vraiment transformer le monde et transformer notre relation au monde, aux autres humains et puis aux autres qu'humains. Oui, alors ce que j'avais Donc, vu, c'est que par exemple, du coup, vous proposez le classique MBSR, mais vous proposez aussi ça pour les mamans qui vont bientôt ouais. accoucher. Vous proposez aussi ça. Il y a différents modèles en fait que vous proposez maintenant. Oui, tout à fait. Donc là, on a au début commencé par les parcours d'initiation et puis on a ensuite étendu un peu la gamme. Puis moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était évidemment un événement hyper marquant de ma vie. Je ne voudrais pas ne pas le dire, donc je reviens en arrière, tu vois, mais il y a effectivement eu la naissance de ma fille, tu vois, de notre fille en avril 2014. Et, la méditation a été vraiment hyper importante, tant au moment de la naissance, de la préparation à la naissance, mais aussi dans ma vie de maman. Et donc, du coup, moi, je me suis formée effectivement comme instructrice à la base MBSR, mais très, très vite. D'ailleurs, en même temps que je faisais cette formation à l'ULB, j'ai combiné avec une formation spécifique pour les futurs parents. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est une formation pour les mamans. En fait, c'est une formation pour les futurs parents. Et c'est essentiel pour nous de bien marquer la différence. Beaucoup de préparation à la naissance, elle se centre sur la maman qui porte l'enfant. Mais pour nous, c'est essentiel d'expliquer qu'en fait, ça ne se passe pas que dans le ventre, la préparation de la venue d'un petit être humain. Bien sûr qu'il y a des choses physiologiques qui se font, mais en fait, les personnes qui ont ce projet d'enfant à deux, c'est super important de pouvoir en parler, de pouvoir travailler aussi ce qui se passe dans notre tête, parce que ça nous chamboule complètement d'amener un nouvel être sur Terre. C'est le moment de plein de prises de conscience, où on revisite, on en parlait déjà, mais on revisite complètement l'éducation qu'on a reçue, on revisite parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre. C'était d'ailleurs le thème d'une des journées émergence. Et c'est vrai que si on ne le fait pas avant, et souvent la plupart des préparations se centrent sur le moment de l'accouchement et de la douleur, ça va faire mal, etc. Et donc effectivement, nous, on travaille bien sûr avec ce qui se passe au moment de l'accouchement, ces sensations physiques intenses qu'on n'appelle pas de la douleur justement, ces contractions, et puis on parle, nous, des contractions de la vie. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui se passe à l'accouchement pour en fait réfléchir à notre rapport à tout ce qui nous arrive dans la vie et qu'on ne veut pas forcément et qui parfois fait mal. Et donc, c'est super intéressant d'associer aussi les papas ou les partenaires quand le projet est un projet de couple. C'est super intéressant parce que ça permet vraiment aussi de créer une connivence et puis de créer ce lien qui est hyper important parce que les mamans, trop souvent, sont très seules dans le postpartum. Je crois qu'en France, c'est comme chez nous en Belgique, tu vois, le congé paternité, il est vraiment, il est ridiculement court. Et donc là, pour les mamans, c'est très très compliqué quand elles sont seules à devoir gérer ce moment qui est un moment tout à fait à part où on a l'impression d'être inutile parce que c'est pas du tout valorisé d'être une maman dans le mode de vie actuel qui est hyper, il faut être productive, il faut servir à quelque chose. Donc bref, ça change aussi. De nouveau, franchement, il y a vraiment ces dernières années, ces derniers mois, beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui sortent à propos du soutien qu'on peut s'apporter et puis de rendre ce moment de vie beaucoup plus visible. Mais donc voilà, nous, tout ça pour te dire que ces cours, ils sont vraiment ouverts au couple et c'est vraiment essentiel. Et je crois que voilà, c'est vraiment important de pouvoir le faire, de travailler ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, de la même manière que quand vous avez créé les journées émergence, c'était vous d'abord, parce que vous étiez intéressé par ces sujets et vous aviez envie de les partager. Et là, en fait, un peu de la même manière, finalement, quand tu as eu ta fille, il y avait cette idée que toi, tu as utilisé ces outils et finalement, en prenant conscience de la validité, on pourrait dire, de ces outils, une envie du coup de les faire rayonner. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans l'émergence, c'est vraiment ce côté très pragmatique
voilà, si un outil fonctionne, nous-mêmes on l'a testé, et parce que nous on l'a testé, on vous le propose. Oui, c'est parfois un peu fatigant, mais c'est vrai que c'est super. Et en fait, pour revenir à cette préparation à la naissance, la personne qui m'a vraiment euh, beaucoup guidée dans ce chemin, c'est une américaine, une sage-femme américaine qui s'appelle Nancy Bardocki. Et elle a une phrase, une formule que je trouve fondamentale. Elle dit qu'en fait, la pleine conscience au moment de la venue au monde d'un enfant, ça permet d'interrompre des schémas de souffrance intergénérationnelle. Et ça m'a beaucoup parlé parce que tu vois, on a tous eu des difficultés, des choses pas évidentes avec nos parents. Et en fait, on peut les résoudre à tout moment, tu vois. Et la pleine conscience, elle permet vraiment de retravailler ça à n'importe quel moment de notre vie, que ce soit au moment où on s'apprête à accueillir un enfant ou à d'autres moments de la vie, on peut vraiment revoir ce qui s'est passé. Et c'est vraiment comme une roue qui permet de ne pas reproduire, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que, bon, tu le sais, hein, de nouveau, je t'apprends rien, mais c'est vrai qu'on transmet beaucoup de choses. On peut avoir les meilleures valeurs, on peut se proclamer féministe, on peut se proclamer inclusif, non raciste, etc. Euh, on va transmettre ce qu'on dit, mais c'est ce qui va rejaillir sur nos enfants. Nos enfants sont vraiment des éponges déjà de nos émotions, puis c'est des miroirs. Donc en fait, ils vont surtout voir et refléter comment on se comporte. Et du coup, cette importance de finalement avoir ce regard sur nous-mêmes, parce que c'est ça qu'on transmet. Et ça, je trouve ça fondamental de pouvoir réinterroger ce qu'on a pu vivre aussi comme enfant et ce qu'on transmet, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est pas, et ça j'aime beaucoup aussi, c'est pas l'occasion tu parlais de revisiter ce qu'on avait reçu. Moi, j'ai parfois vu dans des thérapies ou dans des propositions, tu vois, où on blâme beaucoup, on rejette ce qui est passé dans le passé. Mais au fond, comment est-ce qu'on peut... Le passé, il est passé, tu vois, il nous a forgé, on a appris des choses, et on est vraiment le produit de toutes nos expériences, mais comment on peut faire de ça le meilleur terreau pour les petites graines et ce qui arrive dans notre famille et autour de nous, parce qu'on ne transmet pas qu'à nos enfants, évidemment, on transmet de manière dans tous les sens, horizontale, verticale. Et ça, je trouve ça vraiment beau de pouvoir le faire aussi pour ça, parce qu'on transmet vraiment ce qu'on est. Oui, c'est vraiment intéressant dans ces schémas familiaux, on pourrait dire, de voir la répétition de certaines souffrances entre un grand-père, un père, un fils, ou pareil, une grand-mère, une mère, une fille. Enfin, c'est très intéressant, et qu'effectivement, il y a un peu cette idée que quand on met de la conscience dans cette souffrance, alors ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra, mais déjà, on pourra au moins arrêter d'être dans une réaction d'automatisme, et du coup d'être ou bien pour ou bien contre, parce que finalement, on est constamment là-dessus. Effectivement, dans ce que tu disais, dans toutes les valeurs qu'on peut porter, est-ce que c'est des valeurs qu'on porte par rapport à notre cœur ou par rapport à une réaction? Et tant qu'on est dans la réaction, finalement, il y a encore un petit schéma névrotique. Et si nos enfants voient ça, bah, en fait, ils vont sentir notre tension. En fait, ils vont sentir qu'on est en réaction. Et donc, ils verront bien que même si on a les plus belles valeurs du monde, si c'est une réaction, parce que derrière, il y a une souffrance et quelque chose qu'on n'a pas réglé, en fait, l'enfant va le sentir, quoi. Ouais, puis tu parlais tout à l'heure du cœur et du mental. C'est vrai qu'on peut avoir plein de trucs au niveau mental, mais si on ne les vit pas au niveau du cœur, ben, l'enfant, il va le sentir au niveau du cœur. Et puis oui, c'est ça l'idée de ne pas rejeter, parce que finalement, ce qui est là est là. Mais comment est-ce qu'on inclut tout ça pour le vivre mieux, pour le traverser? Et puis je trouve qu'aussi, ça enlève beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de mamans qui se sentent très coupables, tu vois, de ce qu'elles sont. Et vraiment, je trouve que cette vision transgénérationnelle, elle enlève énormément de culpabilité et elle donne beaucoup de pouvoir. Parce que tu Oui, vois, par c'est la confiance, à chaque moment, en fait, on peut choisir à chaque prise de conscience, c'est une nouvelle occasion de transmettre autre chose. Et c'est génial. Moi, je trouve ça, ça a changé ma vie, franchement. Et ça, pareil, ce qui est drôle, c'est que ça pourrait paraître un paradoxe, le fait de dire oui, mais le passé, c'est le passé, on n'y peut rien. Il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, on excuse tout. Non, c'est pas une histoire d'excuser, c'est qu'effectivement, tant qu'on en était nous-mêmes dans des rouages un peu esclaves, on n'y pouvait rien. Mais le fait aujourd'hui de mettre de la conscience, là, on devient responsable de notre action. Parce que là, on a posé un moment de conscience. Et ça, je trouve ça effectivement très important de rappeler que dans ce qu'on appelle la pleine conscience, il y a vachement souvent cette idée de responsabilité ou d'empowerment, je ne sais pas quel bon mot français pourrait avoir là-dessus, mais oui, reprendre le pouvoir en fait. Ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment une énorme prise de pouvoir. Ça permet vraiment une énorme liberté parce que, et surtout, c'est une liberté qui t'est pas donnée pour une fois, en fait. C'est à chaque fois que tu vas te rendre compte, ça t'ouvre un boulevard ouais, pour changer. Donc, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'espoir aussi, beaucoup d'espérance que c'est pas parce qu'on a une fois dit quelque chose à notre enfant ou qui nous a vu faire d'une certaine manière, tu vois, c'est vraiment dynamique, tu vois, ça se reconstruit et non, c'est super. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment que la pleine conscience au moment de la naissance, à tout moment, c'est précieux, mais dans ce moment de vie, c'est vraiment un cadeau, le cadeau top à mettre sur la liste de naissance, quoi. Franchement, je trouve.
Oui, ça serait une bonne idée d'ailleurs, effectivement, sur la liste de cadeaux de naissance, une petite formation dans la Et puis mindfulness. tu vois, je trouve aussi que quand je parlais de la naissance de ma fille, au fond, moi, même la pleine conscience, elle est vraiment venue me chercher plus tôt. Elle est venue me chercher quand j'étais justement sur le terrain, tu vois, en Afrique. Et je souffrais énormément, en fait, parce que comme je te le disais, bah, depuis le Brésil, je suis hyper sensible. Et donc, quand je voyais toutes euh, ce cynisme, pareil, je crois pas qu'il faut que j'explique, je crois que tout le monde est au courant de la manière dont le monde fonctionne, mais tu vois, quand tu te retrouves sur le terrain et puis tu te sens comme une petite fourmi, et puis tu vois ces choses tellement incohérentes, cet esclavage économique qui continue, enfin voilà, ces injustices sur lesquelles finalement tu as tellement peu de prise, je me sentais, tu vois, écrasée, je me sentais impuissante, je me sentais vraiment mal. Et en fait, à ce moment-là, je faisais des allers-retours entre la Belgique et les différents pays où je travaillais. Et je revenais souvent pleine de colère et je revenais souvent finalement, j'étais peu disponible aux autres parce qu'enfermée dans cette colère et puis un sentiment d'urgence, un sentiment d'impuissance, je n'allais pas très très bien. Et Ilios était déjà, il travaillait déjà enfin il était déjà instructeur de méditation à ce moment-là. On avait déjà créé Émergence, hein, donc tout un moment en parallèle, je continuais ce travail. Et puis je donnais un petit coup de main bénévolement sur Émergence. C'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Et, euh, et finalement, c'est pas par Ilios, tu vas dire c'est rigolo, mais c'est par une amie, Natalia, qui était activiste comme moi et qui avait déjà découvert la méditation, qui la pratiquait. Je crois qu'un jour, on devait s'appeler, puis elle voyait que j'allais vraiment pas bien au retour d'une mission, et puis elle m'a dit, mais tu sais, en t'asseyant sur le coussin, tu vas pouvoir te sentir connecté avec toutes ces personnes qui, en fait, agissent comme toi, comme nous. T'es pas seul. Et, euh, et vraiment, ça a été vraiment le début, finalement, de ce chemin où même si on était vraiment complices avec Ilios et on avait créé Émergence avec ces deux côtés, on était quand même chacun dans notre côté, tu vois. C'était un peu la boutade de ce livre le premier livre qu'on a fait ensemble, Se changer, changer le monde, où en fait le premier chapitre, on explique la réconciliation de l'aspect méditant et militant. Et c'est vrai que jusque-là, on se respectait, on avait créé Émergence, mais ça restait un peu séparé quand même dans nos vies, pas dans Émergence, mais dans nos vies, on avait chacun un peu notre truc. Et là, vraiment, ça a commencé à s'entremêler beaucoup. Et j'ai du coup fait un cycle de pleine conscience. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Ça paraît de nouveau bateau, mais c'est parce que j'ai vraiment pu trouver un endroit pour apprivoiser ces émotions où j'avais des énormes coups de mou. Et là, je pouvais trouver un lieu pour les apprivoiser, mais avec des outils vraiment, et me sentir connectée, c'était vraiment important. Quand je me sentais vraiment toute seule, quand je me sentais au fond du trou, quand j'étais en colère contre tout le monde, je venais vraiment me connecter aux autres personnes, et on est nombreux, et c'est ça aussi qui est vraiment, qui me donne moi confiance, c'est quand je vois toutes ces initiatives, on est plein en fait, on est plein à changer le monde, c'est par là que le changement viendra. Dans les outils dont tu parlais au quotidien du couple, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai répondu sans vraiment répondre. Et ça revient aussi aux différentes activités qu'on propose chez Emergence. On propose depuis quelques mois un cycle de pleine conscience interpersonnelle. Et ça a vraiment été aussi un outil qui a vraiment, qui m'aide énormément dans mes relations aux autres et donc forcément aussi mes relations à mon amoureux, puisque finalement c'est aussi la première personne avec laquelle j'interagis. Et c'est vrai que c'est souvent avec notre conjoint finalement qu'on a je vais pas dire le plus de difficultés, mais finalement c'est la personne qu'on voit le plus, avec laquelle peut-être on fait parfois, on prend le moins de précautions, puis on passe beaucoup de temps ensemble, il y a c'est moi, tu vois, puisqu'on travaille ensemble, on vit ensemble, etc. Et j'ai trouvé ce cycle qui est vraiment de toute beauté et qui permet vraiment de revisiter la présence en fait dans le dialogue. Donc c'est vraiment la présence enfin, la méditation euh, loin du coussin. Donc une fois qu'on n'est plus sur le coussin, dans la relation et donc d'observer comment moi je suis dans la relation et comment je suis avec l'autre. Donc c'est vraiment les deux pans, la relation, mais pas justement centrée que sur l'autre, mais aussi comment moi je suis dans la relation. Et donc il y a des pratiques, enfin voilà, je vais pas développer, mais il y a 8 guidances si tu veux dans cette pratique du dialogue conscient. Et, euh, et vraiment ça nous aide beaucoup. On pratique beaucoup d'exercices, tu vois, liés parce qu'on l'a fait tous les deux, mais pas en même temps. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très précieux de revenir à ces exercices qui sont vraiment des exercices d'écoute en fait, mais d'écoute une écoute différente si tu veux, où on n'est pas on ne doit pas se confronter, on ne doit pas convaincre,
Mais on découvre en fait en face de soi, c'est comme une méditation en fait à deux où on peut déposer des choses et on sait qu'on a en face de nous un espace d'écoute, de bienveillance. Et parce que c'est vrai que souvent les discussions, c'est vraiment, c'est parfois, ça peut être éprouvant, ça peut être fatigant et c'est très mental. Alors que là, on va aussi se connecter au cœur et c'est très précieux. Oui, il y a vraiment cette idée, pour moi, effectivement, que quand on parle à l'autre, je prends souvent cet exemple, si je dis: «Je me sens seul», ça c'est factuel. Si je dis: «Tu m'as délaissé» ou «Tu me délaisses», je suis déjà dans l'accusation. Et effectivement, donc il y a des pratiques qui permettent d'observer ça, pour voir que quand on exprime un besoin qui est légitime, bah, ne pas être dans une exigence ou ne pas être dans une accusation, mais juste exprimer un besoin. Et ça, du coup, j'ai l'impression que cette autre formation, justement, ça permet d'aller un petit peu vers ça, qui existe dans la communication non violente, par exemple. C'est le fait, effectivement, au lieu de s'observer que soi, c'est s'observer dans la relation aux autres. Et ça peut être Oui, c'est ça. extrêmement intéressant, effectivement. Et là, moi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'à nouveau, vous êtes vous-même vos propres cobayes, puisque C'est ça. vous essayez vous-même ces outils. Et quand vous les avez testés et validés, finalement, à ce moment-là, vous les diffusez pour les autres. Et c'est vrai c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais de fait, c'est intéressant. On est des cobayes, oui. Est-ce que tu aurais des exemples justement très concrets, très pragmatiques, pour les gens qui vont voir cette vidéo, qui pourraient leur donner justement des idées de en fait comment, vous faites tous les 2, Ilios et toi, pour en même temps avoir cette, vie active extrêmement riche? Vous faites énormément de choses entre, des écritures de livres, entre, organiser, Émergence, entre, la mindfulness, entre continuer à apprendre aussi, et entre, vous occuper de votre relation à vous et vous occuper de votre fille. Est-ce que tu aurais des sortes de petits outils, quels seraient les outils que vous utilisez avec Ilios justement pour arriver à trouver un équilibre dans toutes ces activités? Je trouve que c'est une question difficile parce que tu vois, je me sens pas en position de donner vraiment des outils parce on est comme tout le monde, tu vois, on est avec nos imperfections, avec tous les pièges du quotidien et donc vraiment on s'ajuste en continu. Je pense que il y a une phrase qui dit que tu vois que le bonheur c'est pas une destination, tu vois, c'est tout au long du chemin et, euh, et donc vraiment l'idée c'est que je crois que ni l'un ni l'autre on est en train de viser quelque chose de parfait. Donc dans ce flot de choses, et c'est vrai Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses, on essaie vraiment et la pleine conscience nous aide beaucoup finalement à pouvoir être présent à tout ce qui est là et donc et à vraiment pouvoir se connecter aux choses super chouettes qu'on vit, à les vivre vraiment à 100%, être vraiment présent en fait à notre vie. Ça paraît pareil aussi un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Et sinon, moi je trouve que la pratique formelle, donc après, si tu veux, moi dans les préparations à la naissance, on relativise beaucoup, je fais attention aussi à ce que je dis, mais tu vois, dans les cycles MBSR classiques, il y a vraiment ce côté, vraiment la pratique 30 à 45 minutes par jour, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour vivre l'expérience, puisque vraiment ces cycles, ils ont été expérimentés, il y a vraiment ces changements neuroanatomiques qui peuvent se produire, etc. Mais moyennant cette pratique quotidienne, etc., ces exercices à faire, etc. Et moi, avec les sages-femmes avec lesquelles j'ai la joie d'animer ces séances, c'est pas qu'on dit qu'il faut pas pratiquer, mais en fait, on leur dit vraiment si vous pouvez pratiquer déjà 10 minutes par jour et vous le faites vraiment cette pratique formelle. Et puis après, il y a ce volet informel qui est fondamental. Et donc, j'ai fait ce petit retour en arrière pour dire que nous, effectivement, on a cette pratique formelle. Moi, avant que Néphélie soit là, bien sûr, mais même depuis qu'elle est là, je me suis vraiment. Il y a vraiment peu de jours où je ne me suis pas assise les 15 minutes sur mon coussin. Alors, moi, c'est 15 minutes. Franchement, Néphélie a 6 ans pour l'instant. Je ne vois pas comment faire plus que 15 minutes. Il y a des jours où je peux faire plus que 15 minutes et heureusement, je vais régulièrement en retraite et là, je prends une bonne dose. Mais vraiment, moi, je me suis dit mon minimum, enfin mon truc quotidien, c'est les 15 minutes. Et vraiment, je rigolais en pensant à ta question, mais je l'ai fait avec toutes les bandes son possibles, quoi. Je l'ai fait avec les comptines, je l'ai fait avec Henri Dess, je l'ai fait maintenant, sa passion, c'est Notre-Dame de Paris. Donc, parce que la pleine conscience, comme de toute façon, c'est être présent à tout ce qui est là, ben voilà, il y a Néphélie qui vient s'asseoir. Bon, maintenant, elle est un peu plus grande, donc elle vient moins interrompre ma pratique, mais vraiment petite, elle venait s'asseoir, elle venait me parler. Et c'est vraiment l'exercice de, voilà, d'être avec ce qui est là, avec la pratique interrompue, et de revenir et d'observer mes pensées, puis d'observer mon mental, et puis et mes émotions, et ma colère, et ma frustration. Et en fait, c'était une super école, parce que finalement, si tu arrives à méditer dans ce contexte de bordel, je crois que tu peux méditer partout.
Donc moi, j'ai vraiment, je pense que cette pratique, si on peut se le permettre, si on arrive à le caser dans sa vie, ça permet quand même d'asseoir quelque chose, euh, même si au sortir de la méditation, on ne va pas se sentir forcément mieux. Mais voilà, tu connais voilà, on connaît toutes ces études qui montrent sur le long terme comment ça peut nous aider sur plein de niveaux, au niveau corporel, mais aussi au niveau de plein de dimensions de notre vie. Mais après, cette pratique informelle, c'est là-dessus qu'on insiste énormément avec mes collègues. C'est comment est-ce on met de la vie dans la vie, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on est présent à ce petit bébé qu'on est en train d'allaiter? Comment est-ce qu'on peut vraiment être capté ce regard? Comment est-ce qu'on peut être avec lui quand il pleure, quand il fait pas ses nuits, quand on est en train de faire les 100 pas avec lui pour essayer de le rendormir? Comment on peut en faire une expérience de pleine conscience? Parce que finalement, si ça ajoute à sa détresse à lui, ma détresse à moi, où je me rappelle finalement de moi, petit bébé qui n'a pas été entendu, et puis je stresse, et donc tout ça peut être là, bien sûr. Hein. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir ces retours et cette colère, mais d'en être conscient et de pouvoir apaiser aussi nous apaiser comme parents qui sommes en train de bercer notre petit. Et ça, du coup, cette pratique dans tous ces moments de vie, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, c'est là qu'est, à mon avis, l'essence de la pleine conscience quand on est jeune parent. Et puis, on nous dit tellement souvent, tu vas voir, ça passe tellement vite, profites-en. Et finalement, ce n'est que des mots. Mais du coup, quand tu associes cette phrase à vraiment à la pratique, ben, c'est de vraiment utiliser chaque moment de vie pour en faire des moments de pratique. Mm. Oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, dans ce que tu dis, on retrouve cette idée de pragmatisme, de la Mm. différence entre la théorie de ce qu'on dit, ce qu'il faudrait faire en méditation, et après du pragmatisme de la vie réelle. Donc, on retrouve un peu cette idée justement entre la théorie et la pratique. Dans ce que tu disais aussi sur effectivement ce côté un peu parfait, moi, il y a une phrase de Laurence Bibas qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais fait MBSR, c'était de constater que en fait, l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres qu'on rééquilibre. Et Et qu'en c'est fait, génial. effectivement, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là que l'équilibre ultime en soi, bah, il n'existe pas. En fait, si on ne voulait pas bouger, c'est qu'on sera mort. Mais tant qu'on est vivant, on passe notre temps, rien que marcher, on est à droite, à gauche, droite, gauche. Quoi. Exactement. Et puis tu parles de marcher, justement, je trouve que voir un enfant faire ses premiers pas, tu vois, je trouve que c'est une leçon. Moi, je me rappellerai toujours de Néphélie faisant ses premiers pas, où tu vois, il y a cette confiance, mais tu vois vraiment, tu vois à l'œil nu, j'allais dire, cette succession de déséquilibres où tu te rends compte que d'un pas à l'autre, d'un pied à l'autre, mais c'est vraiment une ouverture sur l'inconnu et c'est tellement beau quand tu vois ça et que tu peux, tu vois, comme je parlais tout à l'heure des contractions, bah, comment est-ce qu'on peut utiliser ce moment-là dans les contractions de la vie, mais comment tu peux utiliser ton enfant qui est vraiment conscience pure, qui est présence pure, et qui est là, par exemple, en train de marcher, mais ça peut te renvoyer à tellement de choses par rapport à ce que nous, tu vois, on n'arrive pas à contacter. Et donc, nous, on utilise souvent cette formule, mais tu vois, de dire que cet enfant, c'est notre maître zen, tu vois, c'est de comment est-ce qu'on peut utiliser. Et utiliser, c'est pas un beau mot, tu vois, mais comment faire de la présence de cet enfant dans notre vie un rappel, en fait, que la vie, elle est impermanente, que le temps passe vite, parce que l'enfant, tu vois, nous, en 3 mois de temps, on se voit pas bouger, mais quand tu as un nouveau-né, entre la naissance et 3 mois, tu vois, c'est plus le même enfant. Même là, Néphélie a 6 ans, mais tu vois, moi, de jour en jour, je la vois pas, mais c'est vrai que de mois en mois, quand je regarde les photos, c'est impressionnant. Et donc, de voir ça peut-être sous l'angle de la nostalgie, mais d'en même temps de voir ça sous le fait de, OK, la vie, on est mortel, comment est-ce qu'on profite à fond de cette vie et de ces moments qui vont changer Donc c'est vraiment utiliser ça comme un rappel, ce gong permanent. Tu vois, pas besoin d'avoir les clochettes quand tu as ton enfant Oui, qui c'est te très ramène juste. vraiment à la vie. J'aime Et à beaucoup la... cette idée qu'effectivement, nous, on ne se voit pas vraiment vieillir. Donc, la notion d'impermanence, à part quand on a un décès ou quelque chose de très violent, de très dur, alors qu'effectivement, un enfant, bah, on le voit évoluer. Donc, la notion d'impermanence, elle est présente constamment, en fait. Il y a vraiment une idée de rappel. Et dans ce que tu disais sur le côté maître, il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup qui disait que la vraie méditation commence quand on se lève du coussin. Oui, mais tout à fait, Il tout y à a fait. vraiment cette idée que, OK, c'est très bien la méditation formelle, mais que quand on se lève, qu'on puisse rester présent. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens finalement. Moi, il y a un livre que j'adore de Jack Kornfield que tu connais sans doute, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Et je le cite souvent pour la boutade parce que je trouve que, tu vois, par rapport à un cycle de préparation à la naissance et à la parentalité, ben voilà, c'est clairement que, oui, il y a aussi tout ce qui est le quotidien. Il va Mais en falloir plus, frotter. génial, au-delà du titre, il est vraiment, enfin, c'est vraiment, pour moi, j'y retourne tellement souvent. Et alors, dans les phrases que tu disais, là, j'aimais beaucoup la formule de Laurence Bibas. Moi, il y a une formule de mon amie Faouzia, qui est une des sages-femmes avec laquelle je co-anime, qui dit: avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants.
Et j'adore parce que tu vois, effectivement, c'est de nouveau ce truc théorie-pratique, quoi. Tu vois, tu peux avoir tous les principes du monde. Pareil par rapport à la pratique formelle, tu vois. Moi, je faisais plus que 15 minutes avant la néphélie. Mais ok, qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce que je peux faire pour en même temps me sentir bien? Si c'est pour te sentir mal, c'est pas non plus le but de se sentir mal dans la vie, tu vois. Donc, d'être vraiment flexible, d'être vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste maintenant, et puis on réadapte. Et Bah, vraiment, ces moments de retraite, justement, dont je parlais, moi, je trouve que c'est vraiment fondamental d'avoir des moments où on peut reconnecter avec une pratique plus importante, où là, on ressent, en fait, et souvent, c'est des moments, moi, après une retraite, où je vais revisiter ce qui est bon pour moi en termes de pratique formelle et d'engagement. Je m'engage envers moi-même, en fait. oui, c'est une forme d'autodiscipline et pour moi, c'est un peu trouver l'équilibre à nouveau entre l'autodiscipline et la bienveillance. Il ne s'agit pas de Mhm. se fouetter, sinon on devient maso à la fin. Donc, c'est pas, donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Tout à fait. Et Eh puis ben, surtout, écoute, si on n'est pas bien, c'est ça aussi qu'on va transmettre à notre enfant. Tu vois, si l'enfant, il associe maman qui part faire sa méditation comme elle doit aller faire sa méditation, enfin, tu vois, ça va pas lui donner envie de méditer, quoi. Et puis encore, par rapport à l'idée de l'enfant qui est notre guide, si tu veux, ou notre maître, moi, j'aime vraiment aussi ce regard du débutant, tu vois, qui est une attitude de la pleine conscience. Et les enfants, ils ont ce regard neuf, tu vois. Et ça, vraiment, ça peut aussi nous apprendre beaucoup, leur simple compagnie, tu vois, dans la vie. Euh, je trouve vraiment que Isabelle Filiosa, qui est une personne que j'aime beaucoup, elle m'a aussi beaucoup aidé dans la vie à regarder l'enfant, à revoir aussi la posture que j'avais peut-être naïvement, tu vois, de l'adulte, du parent qui apprend à son enfant. Moi, Néphélie, c'est pas parce que c'est Néphélie, tu vois, mais j'apprends tellement comme maman d'être confrontée à un petit humain qui n'est pas un enfant. Enfin, tu vois, c'est un enfant, mais ils ont déjà une telle sagesse, ils sont tellement connectés à plein de trucs desquels nous, on est coupés, que la voir elle connectée, la voir elle, ça me réinspire, ça me donne envie de retrouver ça, notamment le lien à nos sens, tu vois. Donc c'est vraiment une belle école de vie, franchement. Mm. alors est-ce que tu pourrais nous partager une petite pratique que tu as intégrée toi-même et que tu fais régulièrement? Ok. Euh, alors la pratique que je vais vous proposer, elle vient d'une autre pratique qui m'aide beaucoup dans mon chemin, qui est le travail qui relie. Le travail qui relie, ça a été formalisé par Joanna Macy, qui est une activiste américaine qui a plus de 90 ans, qui est très très engagée, qui a été engagée très très fort dans le combat antinucléaire et qui a développé en fait un outil, une méthodologie axée en 4 temps, donc une spirale qui permet d'honorer, de nous ancrer dans la gratitude, puis d'honorer notre peine pour le monde. La troisième étape, c'est changer de regard, et la quatrième étape, c'est d'aller de l'avant. Donc les 4 étapes, gratitude, honorer la peine pour le monde, changer de regard, aller de l'avant. Et donc cette spirale du travail qui relie, on peut la vivre finalement. Donc en général, ça se vit en groupe. Donc moi, je propose aussi, j'anime aussi des ateliers en présentiel et puis en Zoom pour l'instant. Ça peut se vivre en 2 heures ou en 10 jours ou en 3 mois. On peut vraiment le décliner. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est assez libre. Donc, il y a pas mal d'exercices qui sont proposés, mais on peut vraiment chacune se l'approprier aussi. Et l'idée, c'est de reconnecter avec le vivant. Et le présupposé de Johanna, c'est de dire que cette souffrance euh, du monde, tu vois, cette planète qui ne va pas bien, que les générations avant nous et puis cette génération actuelle abîme pas mal cette planète qui va pas très bien. En fait, on en ressent les échos. Hein. Tich a aussi cette phrase de dire de pouvoir sentir en nous les échos de la terre qui pleure. Et moi, la découverte du travail qui relie, m'a permis de mettre des mots sur cette souffrance du monde que je ressentais, mais j'avais pas d'outils, tu vois, pour faire face à ça. Dans la méditation, dans la pleine conscience, on n'aborde pas tellement ce lien au vivant. On parle beaucoup de soi, on parle des autres. Et moi, je te disais que chez Émergence, c'était un aspect hyper important aussi, cette pleine conscience bienveillante et puis ce lien avec l'altruisme. Et donc, le travail qui relie, ça m'a vraiment nourri aussi de pouvoir avoir des outils pour faire face à ça. Et donc, cette pratique, elle s'appelle la petite fille du futur. Donc, je vais vous proposer, si vous êtes OK avec ça, de laisser vos yeux se fermer et de pouvoir prendre contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Ressentir les points de contact de votre corps avec la chaise, le coussin.
Autre chose peut-être. Les pieds, le bassin en contact avec le sol. Et je vais vous inviter à un petit voyage dans le temps. Un petit coup de pouce va nous aider à faciliter ce voyage. 3, 2, 1. Wouhouch. Et nous sommes arrivés en 2050, le 4 mai. Vous vous trouvez dans un de vos endroits préférés. Et cet endroit n'a pas tellement changé. Et vous non plus. Peut-être avez-vous un peu vieilli, mais vous êtes toujours là. Et essentiellement, vous êtes la même, vous êtes le même. Votre cœur et vos poumons continuent de fonctionner comme avant. Ne vous inquiétez pas de savoir comment le monde a changé. Sachez simplement que les crises majeures qui menaçaient la vie sur Terre ont été évitées. Les technologies et les institutions qui polluaient et décimaient la vie ont été démantelées. Ces modèles destructeurs étaient tellement imbriqués que la transition vers une société durable s'est faite plus rapidement que ce que l'on attendait. Aujourd'hui, cette transition semble tellement logique et inévitable que tout le monde la considère comme acquise. Et vous êtes assis en train de vous détendre dans cet endroit favori, peut-être un lieu dans la nature. Et vous êtes approché par une enfant de 8 ou 9 ans. Elle est impatiente et timide car elle a entendu dans des chansons et des histoires ce que vous et vos amis avez fait à l'époque pour sauver le monde d'une catastrophe. Vous écoutez les questions qu'elle veut vous poser. La première est la suivante. Est-ce vrai ce qu'on dit sur la vie à votre époque? Y avait-il vraiment des millions et des millions de personnes malades et affamées? Et des bombes qui pouvaient faire exploser des villes entières? Est-ce possible? Il est clair qu'elle a du mal à y croire. Silencieusement, à l'intérieur de vous, écoutez votre réponse. Et je vous invite à écouter ce qui résonne maintenant en vous. Prendre contact avec votre souffle. Et écouter la réponse ou les réponses que vous auriez envie de donner à cette petite fille. Observez peut-être que rien ne vient ou que plein d'idées se bousculent. Et c'est OK. Maintenant, elle vous pose une deuxième question. Comment était-ce pour toi de vivre dans un tel monde? Tu n'avais pas peur tout le temps? À nouveau, écoutez votre propre réponse. Et l'idée, ce serait d'écouter la réponse au niveau du cœur, au niveau de votre corps. Peut-être que des phrases vont venir, mais au-delà de ce que le mental vous raconte, je vous inviterai à observer ces autres réponses. Ce qui se manifeste en vous maintenant, à l'évocation de ce mot peur, et en restant en contact avec votre souffle. L'enfant écoute attentivement. Il y a encore une chose qu'elle aimerait demander. Où, toi et tes amis, avez-vous trouvé la force de faire tout ce que vous avez fait? Comment avez-vous continué? Entendez en vous comment vous lui répondez maintenant. Et à nouveau ressentir ce que vous avez envie de partager à cette petite fille. Vous qui êtes un ancien dans ce printemps de 2050, où le monde a tellement changé.
quand vous vous rappelez de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a motivé? Où avez-vous trouvé la force? Qu'est-ce qu'en dit votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce qui se manifeste? L'enfant est prête à retourner chez ses amis. Lorsqu'elle commence à s'enfuir, elle se retourne, vous regarde et vous dit merci. Regardez-la partir. Il est maintenant temps de revenir en 2020. Nous revenons maintenant à cette période où il y a encore tant de choses à faire, mais la transition a déjà bien commencé et elle est peut-être plus avancée que ce que nous pensons. Alors je vous propose de recompter dans l'autre sens. 3, 2, 1. Wouh! Et de reprendre contact avec votre corps, assis le 4 mai 2020. Reprendre contact avec votre souffle. Et puis vous pouvez, à votre rythme, rouvrir les yeux. Voilà, Franck. Merci beaucoup pour cette belle pratique. Avec plaisir. En tout cas, ça m'a bien posé. Effectivement, je trouve ça très intéressant de voir les différentes pratiques proposées. Et dans celle-là, à nouveau, je vois bien ton énergie de se connecter justement à cette tripes pour voir concrètement ce qu'on peut faire avec cette idée de se projeter dans un monde qui serait débarrassé des soucis d'aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui parle au cœur, effectivement, comme tu disais. Au début, c'est plus le mental, et puis petit à petit, c'est plus le cœur et nos envies. Et, moi, chez moi, en tout cas, je sens une sorte d'impulse. Il y a quelque chose de très vivant, justement, qui a envie d'agir. Et c'est une très chouette pratique. Merci beaucoup. Et peut-être d'ailleurs cette pratique, elle reconnecte avec ce que j'avais abordé au début et puis qu'on n'a pas développé, qui est cette action de mère au front. Donc je peux peut-être te dire un tout petit mot. Bien sûr. On lance une action pour la fête des mères. Là, chez nous, la fête des mères, c'est ce dimanche 10 mai. Et on réunit les mères, donc les mamans, les grands-mères, mais finalement toute personne qui se sent appelée à cette cause finalement des mères qui se lèvent pour leurs enfants, pour les enfants finalement, les enfants d'humains, mais tous les enfants des êtres sensibles qui cohabitent avec nous sur cette planète. Et l'idée, c'est de dire qu'il y en a assez. Donc, les jeunes sont descendus dans la rue, la société civile, toutes les finalement, que ce soit les enseignants, les grands-parents pour le climat, finalement, je ne sais pas, je crois qu'en France c'était pareil, mais il y a eu plein de manifestations pour le climat, mais on n'entend personne. Et les mères, elles représentent quand même déjà les mamans, elles donnent la vie et elles sont respectées finalement dans la société. Et quand elles mettent des limites, c'est que vraiment ça a été trop loin. Et les mamans, elles ont aussi cette énergie, elles se fatiguent pas, quoi. Donc on a décidé vraiment qu'avec Mère au front, on allait prendre soin de nous. Donc il y aura en même temps un pan où on va revendiquer, on va dire ce qui va pas, mais on va aussi prendre soin de nous, organiser justement des moments de méditation, du travail qui relie. Parce qu'en fait, on a envie de tenir le coup et on veut vraiment fédérer toutes ces femmes. On va lancer le mouvement avec nos sœurs néerlandophones. Et ce mouvement, en fait, est né au Québec en mars. Donc, on prend la suite de nos amies québécoises. Et l'idée, c'est vraiment de dire, là, ça va trop loin. Parce que malgré tous les avertissements des scientifiques et la société civile qui se manifeste, on n'arrête pas cette société qui va pourtant, cette trajectoire, elle va droit dans le mur. Et donc, pour le 10 mai, on invite finalement les mamans à pouvoir afficher. Donc, on a un cœur vert, notre symbole, c'est un cœur vert pour montrer finalement notre attachement à la vie. On a envie que cette vie se perpétue. Et on invite aussi, donc tu retrouveras la dimension de l'exercice, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On se rend compte aussi que souvent, on a du mal à rêver. On a du mal à se projeter dans une société parce qu'on a tellement peur.
et on entend tellement de mauvaises nouvelles, et c'est aussi le rôle des médias hein, de nous alerter, on est d'accord, mais on a du mal à se projeter. Et là, on s'est dit, nous, on veut pouvoir représenter une force qui rêve de ce monde qu'on veut différent. Et c'est un peu à l'invitation aussi de Rob Hopkins, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui parle de l'imagination. Il faut remettre l'imagination au pouvoir dans un monde où, pour plein de raisons, que ce soit à cause de la peur, mais aussi à cause de ces médias sociaux qui sont très présents dans nos vies, on n'arrive plus tellement à se connecter à notre imagination. Et donc là, l'invitation, c'est de, avec nos enfants, écrire dans un cœur vert le rêve, qu'est-ce que nos enfants rêvent pour demain, et d'afficher aux fenêtres, d'afficher sur les murs, d'afficher où on veut, et puis de prendre en photo, et puis d'inonder après, effectivement, les réseaux sociaux, puisqu'on est quand même plus ou moins encore confinés, même si ça commence à se déconfiner chez nous. Et en disant que finalement, c'est ça le plus important, la fête des mères, c'est pas nous offrir des fleurs, c'est pas nous acheter un truc qui finalement est responsable de l'exploitation d'autres femmes à l'autre bout du monde. C'est pas ça. C'est nous entendre en fait, entendre qu'on a quelque chose à dire et que quand les mamans sortent, c'est que vraiment, vraiment, il est temps de changer, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'était l'occasion de faire le lien avec en même temps cet aspect, on a quelque chose à dire, mais surtout, on veut aussi continuer à rêver. Et on veut que, si on veut qu'un autre monde soit possible, et il est là, notre cœur sait qu'il est possible, il faut qu'on puisse le rêver. Si on s'empêche de le rêver, il ne va pas voir le jour. Ouais, et dans ce que tu dis, moi, ça me rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi sur le cycle MBSR pour les femmes enceintes, de dire que ce serait magnifique de proposer ça en cadeau avant la naissance de l'enfant. Et là, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'on retrouve cette idée de cadeau. C'est plutôt que de faire un cadeau, effectivement, qu'on va acheter, qui fait fonctionner encore la machine un peu La consumériste. machine. Là, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à une maman? Il n'y a rien de plus beau que finalement lui apporter un avenir un petit peu plus radieux, finalement, un avenir un petit peu plus positif. Et ça, c'est un vrai cadeau concret qu'on peut apporter. Et puis c'est le côté aussi d'interdépendance, donc c'est pas pour nos enfants, moi, pour Néphélie, c'est vraiment en fait pour tous les enfants d'humains et pour les autres qu'humains, parce que finalement une maman elle est concernée. Enfin, je dis cet archétype de la mère, c'est pas, on n'a pas à être mère pour le ressentir. Tout le monde sait ce que c'est, on a tous eu une maman, on sait ce que ça veut dire d'avoir un amour comme ça viscéral et on sait aussi quelle peut être la force d'une maman quand elle veut sauver ses petits, quoi. Elle est prête à déplacer les montagnes et donc c'est avec cette force-là, mais aussi avec beaucoup d'amour qu'on sort maintenant. Et j'espère qu'il y aura peut-être des mères au front françaises qui vont rejoindre l'appel, qui sait. Merci Caroline pour tous ces échanges. Mais avec plaisir, Franck, merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, c'est super de se sentir en lien. Ouais, merci beaucoup. Et puis un grand bravo en tout cas pour l'association Émergence et tous les projets que vous faites. Et je mettrai bien sûr en lien de cette vidéo tous les liens vers vos sites et vos activités. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Merci à tout le monde. Au Merci revoir. beaucoup.